Il va de soi que nous tous et toutes qui participons au podcast ou qui écoutent le podcast sommes très sensibilisés à l'importance de créer des conditions favorables et d'accompagner les tout-petits dans leur développement moteur global et fin. On y met du temps, de l'énergie, de l'intention, du plaisir aussi, et c'est tant mieux. Mais une fois la petite enfance passée, entre 6 et 12 ans et même au-delà, est-ce qu'on continue d'y porter autant attention? Est-ce qu'on distingue vraiment c'est quoi une motricité fine fonctionnelle d'une motricité fine optimale? Dans cet épisode, nous allons justement prendre un pas de recul pour s'attarder à ces questions-là. On va parler entre autres de défis persistants, de leur impact dans le quotidien. On va présenter une évaluation informelle de la motricité fine pour les plus grands avec 5 activités qui permettent beaucoup d'observation. Et on va partager aussi des idées concrètes pour encourager les plus grands à choisir des activités manuelles un petit peu plus souvent que leurs écrans. Et cette réflexion, je l'ai réalisée avec Rena Bazazo, une ergothérapeute libanaise spécialisée en pédiatrie. Rena, qui conjugue sa pratique clinique à un rôle d'enseignante universitaire au Liban. Et vous l'entendrez, Rena est une professionnelle passionnée qui connaît bien la réalité du quotidien de l'ergothérapeute ainsi que celle de ses patients. Et bon à savoir, cet épisode est également disponible en version vidéo. Allez, on y va, bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast, Rena. Je suis vraiment contente de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Salut Josiane, merci de m'avoir invitée dans ce podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Tout mon privilège. Et comme j'expliquais en introduction, tu nous rejoins de loin. Tu es ma première invitée du Liban. Et là, je meurs d'envie d'en savoir plus sur l'ergothérapie dans ton pays. Comment ça se passe? D'accord. Au Liban, les ergots sont présents dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les centres spécialisés et même à domicile. Malgré les défis économiques de ce pays, on fait toujours des différences très réelles avec les enfants, avec les personnes en situation de handicap, avec les personnes qui ont des maladies chroniques. On fait vraiment des différences très réelles. Oui, Mais il reste toujours le rôle d'ergo pour beaucoup de gens, il est encore très inconnu. C'est pour cela il est toujours important de faire la sensibilisation. Je pense que c'est international, ça, la méconnaissance du métier d'ergothérapeute. Ouais, et surtout au Liban, mais regarde, pour les dernières années, c'est plus en plus connu parce que les universités, surtout l'université Saint-Joseph, ils font beaucoup des initiatives pour montrer le rôle de l'ergo avec plusieurs populations. Super. En tout cas, je suis vraiment contente aujourd'hui de m'entretenir avec toi, d'autant plus d'un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui est la motricité fine. Et nous autres, on s'est rencontrés par le biais d'Instagram et justement parce que on a commenté sur des publications respectives en lien avec la motricité fine et de là où on en est aujourd'hui à discuter de la motricité fine au-delà de la petite enfance. Peut-être chez les 6-12 ans, mais aussi en gardant en tête que nos 12 ans vont devenir des adolescents, des jeunes adultes aussi et que la motricité fine, c'est utile toute la vie.
Oui, Josiane, la tranche d'âge de 6 à 12 ans, c'est une tranche d'âge très cruciale parce que pendant cette période, les enfants consolident plus des, des compétences qui les aident à trouver leur autonomie ou bien trouver la réussite scolaire. Donc, il y a des compétences qui sont liées à la motricité fine, comme dans cette période, les enfants écrivent plus longuement, et ils doivent découper plus en précision, ils doivent s'habiller tout seuls, découper leur nourriture ou bien tout seuls. Donc, toutes ces tâches sont liées à un bon développement de la motricité fine. Tu as raison, parce que quand on parle du 6-12 ans, mais entre 6, 7, 8 ans, c'est encore des petits, donc on est encore prêt à les soutenir, on comprend, mais à un moment donné, les enfants doivent absolument être autonomes avec leur habillage, notamment au Québec, on a l'habillage d'hiver. Il y a Ouais. l'écriture, comme tu dis, qui Il se... faut s'habiller trop durant l'hiver, n'est-ce Oui, pas? oui, Ouais. trop, oui. Et effectivement, les attentes en termes d'écriture, ben là, on n'est plus en apprentissage de l'écriture. Après 8 ans, on est vraiment dans l'apprentissage de la communication écrite. Alors, c'est super important que les enfants puissent automatiser de plus en plus ce versant-là. Alors, qu'ils peuvent se concentrer sur qu'est-ce qu'ils vont écrire, pas la grammaire, pas faire de fautes, etc. T'as bien raison. La confiance en soi, c'est être compétent. Regarde, il y a des enfants qui n'ont pas de confiance en soi parce qu'ils sont pas compétents dans certaines tâches comme l'écriture, même dans la participation sociale. Des adolescents, des préadolescents, par exemple, ils ne savent pas comment jouer Mhm. aux jeux de vidéo parce que ça sollicite une compétence. Ils doivent savoir comment coordonner leurs doigts. Donc, ils ne sont pas compétents à ce niveau. Donc, on trouve qu'ils n'ont pas confiance en soi. Mais tu as raison, puis j'aime ça que tu parles des jeux vidéo parce que oui, ça va faire partie de ce qu'on dit, bon, moins de jeux vidéo, plus de manipulation, c'est clair, mais ça fait partie de la vie sociale d'un jeune, ben peut-être plus à l'adolescence que dans les 6-12 ans où ils vont se retrouver dans des contextes où ils vont jouer ensemble, donc les jeux vidéo Oui. sur console ou en ligne, mais effectivement, lorsqu'on parle de sentiment d'appartenance, sentiment de compétence pour faire des activités comme celle-là. Tout à fait. Aussi, on trouve dans les activités de Mhm. bricolage, par exemple, Ah si les oui, enfants ouais. passent par des playdates et ils vont chez l'un chez l'autre, et s'ils veulent, par exemple, faire des séances de bricolage, il y a des enfants qui ne sont pas assez compétents et par la fin, ils ne participent plus au jeu. Oui, tu as raison. Puis dans les cours d'arts plastiques à l'école aussi. Donc, ça demande l'effet de comparaison qui peut être présent. Somme toute, je pense qu'il est le plus important, c'est de se sentir compétent, peu importe à quel niveau je le suis, mais d'avoir assez d'aisance et de plaisir à faire ces activités-là pour me sentir bien quand je les fais. Puis, plus l'enfant vieillit, plus il peut souhaiter s'identifier à un groupe d'amis par peut-être des coiffures ou un maquillage ou des bijoux à porter. Tu sais, c'est pas toujours nécessairement facile d'installer un collier, une Oui, bien chaîne, des boucles sûr. d'oreilles, même une montre. Tout à fait. Et c'est une compétence qui est essentielle dans le Mhm. développement de l'enfant pour diverses activités, que ça soit au quotidien dans des activités de soins ou bien à l'école, n'est-ce pas? Oui, à l'école, plus on vieillit, plus on a des outils qu'on s'attend qu'on va pouvoir utiliser. Je pense aux outils de géométrie, notamment, mais il y a des outils d'organisation aussi, comme juste installer des trombones, des clips sur des feuilles. Installer mes feuilles dans mon classeur, dans une pochette sans la plier, donc faut être délicat. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à l'école? Parfois, on va utiliser, bon Dieu, du ruban adhésif ou des activités en art plastique. Donc, oui, c'est très essentiel. Et comme on a déjà dit dans notre vie quotidienne,
les enfants qui viennent par exemple, ouvrir leur lunchbox à l'école, découper Ouais. la nourriture, s'habiller, boutonner, déboutonner, Mhm. fermer, la fermeture éclair, ou bien attacher les lacets. Donc, tout ça rentre en jeu. Oui, des chaussures de sport, plus on vieillit, plus ça devient approprié d'avoir des chaussures lacées pour faire des sports. Les chaussures à velcro, dans la vie de tous les jours, ça fonctionne assez bien, mais je pense que les souliers lacés, là, en contexte sportif, ça peut être pertinent. À la maison aussi, plus je vieillis, plus je peux avoir l'intérêt de développer des compétences dans la cuisine. Donc, il y a toutes sortes d'outils qui peuvent être à la rigueur dangereux selon mon niveau de motricité fine. Je pense à une râpe à fromage, comme éplucher. Bon, c'est sûr, les couteaux, évidemment. Ouvrir des jars, ouvrir Oui, ouais, pour mettre, par exemple, de peanut butter ou bien utiliser les outils pour mettre, ouais, c'est pour ça. faire un sandwich, Ça fait un partie de simple la vie de sandwich. tous les jours. Ouais, Ouais, ouais. exact. La bouche aussi, les soins des dents, hein, la soie dentaire. Donc, il y a être Exact. capable de le faire, mais être capable de le faire bien aussi. Ça se développe avec la pratique. Puis, l'intérêt de le pratiquer par de la confiance que je vais pouvoir y arriver, puis je Et le fais je bien. vais vous dire Hum, une chose très mhm, importante, de développer la motricité fine chez les filles, surtout, hum, parce que à l'âge de 12, 13 ans, elle va avoir ses règles. Elle doit enlever et mettre le pad pour les règles. C'est très, très important. J'ai une hum. adolescente maintenant que je travaille avec elle, surtout cet objectif. C'est intéressant ce que tu dis. Ben, en fait, ce que tu mentionnes, ça me fait penser qu'on peut faire un peu cette conversation-là à deux niveaux parallèles. Il y a le côté promotion de la santé et le côté intervention pour les enfants en difficulté. Donc, d'un côté intervention pour les enfants en difficulté, c'est sûr que dès qu'un professionnel comme l'ergothérapeute est impliqué, on va suivre son développement et s'assurer que l'enfant développe les habiletés qui vont lui permettre de fonctionner je vais dire minimalement au quotidien. Donc, il doit pouvoir écrire, s'habiller, Ouais. manger, mais on vise pas nécessairement des compétences optimales en fonction de d'où part l'enfant. Donc, on reste dans ce qui est possible pour lui parce qu'il a certaines difficultés. Mais d'un point de vue promotion de la santé, c'est sûr qu'il y a plein d'enfants qui fonctionnent dans le quotidien. Ils sont pas suivis en ergothérapie, mais par exemple, est-ce que quand ils utilisent un couteau puis une fourchette pour couper leur viande, est-ce que c'est aussi bon que ça pourrait être pour un enfant de 10 ans? Est-ce que ils vont faire leur lacet? Oui, mais est-ce qu'ils doivent regarder, est-ce que ça prend plus de temps pour le faire que ce que ça pourrait être? Est-ce que il y a des activités qu'ils ne font pas parce qu'elles sont difficiles, donc sont pas en difficulté, ils font juste ne pas se faire, par exemple, de coiffure. Oui, il y a des enfants et ils font leur adaptation seuls, sans avoir des ergothérapeutes. Je vais prendre mon exemple. Je ne sais pas comment utiliser des chopsticks jusqu'à maintenant. J'utilise des chopsticks automatiques. Ou bien je trouve parfois, I force myself, de faire ma propre technique, tout simplement moi-même. Donc, il y a des enfants qui trouvent leur route pour faire leurs activités, pour être performants dans leurs activités. Mais en fait, c'est exactement de ça que je parlais. Donc, le fait que tu manipules pas les chopsticks séparés, c'est pas grave, ça t'empêche pas de fonctionner dans le quotidien. Mais si tu veux continuer de perfectionner ta motricité fine, à ce moment-là, tu pourrais choisir te lancer des petits challenges comme tu fais ou d'intégrer d'autres sortes d'activités de loisirs, par exemple, dans ta vie quotidienne pour continuer à Oui, perfectionner ta motricité fine. oui, il y a beaucoup des activités qu'on peut Ouais, euh, nous comme adultes ou ouais, bien euh, les intégrer dans la vie des enfants, ouais. faire le bricolage ou bien faire de l'artisanat avec
les chopsticks. Maintenant, j'ai eu Oui. cette idée. Peut-être si je m'habitue à utiliser, à faire de l'artisanat, peut-être je pourrais utiliser les chopsticks d'une façon Oui, plus mais typique. oui, mais c'est ça. Est-ce que, en fait, t'en as des loisirs que tu fais régulièrement dans ta vie de tous les jours qui sont stimulants pour ta motricité fine? Moi, je te pose la question pendant que tu Hmm. réfléchis, puis je réalise que j'en ai pas. OK, j'utilise ma motricité fine pour plein de choses tous les jours, mais Ouais. je ne fais pas de loisirs d'une manière régulière comme du tricot ou, ouais. Ah, je fais ça dans les séances avec les Oui, c'est enfants. ça, les ergothérapeutes. OK, On c'est ça, a ouais. de bonnes activités, On de en fait bonnes beaucoup au motrices fines travail, parce qu'on ouais. travaille avec les enfants. Oui, c'est ça. Donc, devenir ergothérapeute, c'est un bon métier pour continuer à perfectionner notre motricité fine. Oui. Ouais, Et moi, je disais la dernière fois à mes amis que vous sentez que nos motricités ou bien nos ouais. fonctions exécutives aussi, on a développé de meilleures motricités fines quand on a commencé de travailler parce que on travaille ça toutes les séances, on fait 4, 5 séances par jour et on travaille la motricité fine ou bien on travaille la mémoire Ouais. et tout ça. Donc, on a développé de bonnes capacités, de bonnes compétences. Ouais. Mais c'est vrai, puis ça me fait penser que la motricité fine, ça peut être une porte ouverte sur certains métiers. Comme l'ergothérapie, c'est une profession particulière où on va, oui, en faire beaucoup parce qu'on va stimuler les enfants, mais il y a beaucoup d'autres métiers qui nécessitent la motricité fine. Hmm. Coiffeur, mécanicien, infirmière, Oui, trop. Dentiste? dentiste, exactement. Puis à l'ère de l'intelligence artificielle, je pense que ce sont les métiers qui vont survivre le plus Oui, à tout ça. Donc, ergothérapie, oui. bien sûr. Donc, c'est une autre raison de s'intéresser au développement de la motricité fine des enfants, donc l'autonomie, l'apprentissage, l'intégration sociale. Notamment, il y a des études qui ont fait des liens entre le rendement dans les apprentissages comme français, mathématiques et une meilleure motricité fine aussi. Donc, ce qu'on souhaite derrière la conversation qu'on a aujourd'hui, dans le fond, c'est se sensibiliser au fait que la motricité fine, ça va au-delà d'aider les tout petits à apprendre à s'habiller puis à découper. C'est quelque chose qui peut continuer à se perfectionner puis qui est à risque plus l'enfant vieillit de par l'attrait d'activités de loisirs qui sont davantage digitales que manipulables, hein? Euh, il y a des enfants qui ont des difficultés comme des difficultés sensorielles, des difficultés ils ont de dyspraxie ou bien des troubles de 10. Ils ont déjà développé des difficultés au niveau de la motricité fine. Et ces raisons sont liées à des troubles. Mais aujourd'hui, on trouve tout simplement des enfants qui ont des difficultés au niveau de la motricité fine et parce que ils n'ont pas Mhm. déjà bien stimulé cette compétence. Parce que les enfants maintenant, peut-être au Liban, les enfants que je vois, il y a des enfants qui passent de longues heures sur les écrans. Ils ont des activités plus sédentaires. Ils ne jouent pas dehors. Donc, ce manque de stimulation a développé des difficultés au niveau de la motricité fine. Et c'est pour cela, on trouve beaucoup des enfants qui, à l'école, qui n'ont pas de bonne écriture, qui ne savent pas comment faire une bonne formation de lettres. Au quotidien, ils ne savent pas comment boutonner et déboutonner, attacher leur lacet vers l'âge de 12 ans, hein. Donc, Ouais. oui, c'est tard. Ils brûlent leurs milestones, leurs étapes de faire une certaine tâche dans leur quotidien. Euh,
la vie sédentaire ou bien la vie urbaine a développé ce genre de difficultés. Mhm. C'est pas lié à des troubles, Ouais. c'est juste lié à un manque de stimulation à ce niveau. Oui, ce sont les habitudes de société, les habitudes de loisirs qui s'installent. Puis je pense que la période de la COVID, parce que là, quand on parle des 6-12 ans, ce sont des enfants qui étaient tout petits, ont appris à jouer davantage à l'intérieur, Ouais. ont dû s'occuper seuls pour de longues périodes parce que les parents devaient travailler de la maison, il y avait moins la stimulation scolaire et c'est sûr qu'on peut s'attendre que les habitudes se prennent de passer plus de temps, notamment sur les écrans ou en lecture aussi. C'est une bonne activité, la lecture au niveau intellectuel, mais au niveau développement de la motricité fine, c'est moins utile. Oui, Ouais, et ils n'ont plus patience ouais. de faire même à la maison, ils n'ont plus patience de faire, par Mm, exemple, d'organiser leur chambre ou bien aider leurs parents dans le ménage de la maison ou bien aider leur mère à la cuisine. Donc, ils n'ont plus la patience parce que ils n'ont plus un bon endurance de travail. C'est ouais, ça. ouais. C'est un autre sujet, les écrans, mais regarde l'effet des écrans sur le plan moteur. Oui, tu as raison. L'endurance cognitive est moins là. Donc, faire une activité qui demande du temps, comme un casse-tête, comme un tricot, comme un gâteau, la cuisine et tout ça, ça devient moins attirant, pas parce que c'est difficile physiquement, mais parce que mentalement, c'est pas assez stimulant. Oui, Ouais, c'est ça. mais tu as raison, un autre sujet. Mais si on reste sur ce groupe d'enfants-là qui ont peut-être été un peu moins stimulés par leur environnement et qui ont une motricité fine qui est fonctionnelle, mais qui est peut-être pas aussi développée qu'on s'attendrait. Ça serait quoi des indices qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille que de mettre plus d'activités de motricité fine sur leur chemin pourrait être une bonne chose? Si on veut faire le dépistage, let's say, Mhm. donc on ne trouve pas des enfants autonomes dans la performance de leurs activités. Ils sont dépendants des autres de faire ça, ouvre-moi ça, ou bien écris-moi ça. Je n'arrive pas à ouvrir la boîte, je n'arrive Mm. pas à ouvrir le lunchbox. Aussi, on trouve, par exemple, l'intérêt ou bien les émotions. Il y a des enfants qui n'aiment pas, par exemple, faire de bricolage, let's say. Ils sont frustrés dans les séances de bricolage à l'école. Donc, ça se voit d'ici que peut-être cet enfant, il n'est pas assez compétent. Donc, question Yeah. mark, Ils n'aiment il pas faut ça, ouais. voir, il faut voir s'il a des Mhm. difficultés à ce niveau. La coordination, si l'enfant a du mal, il se trébuche, il est un peu maladroit, la coordination motrice, il ne sait pas comment tenir le crayon ou bien faire les bonnes formations ou Mhm. bien les bonnes Ouais, attitudes ouais. graphiques, comment il dessine, comment il colorie, par exemple. Donc, tout ça, ça rentre en jeu si on va voir comment, si un enfant a une telle difficulté dans la motricité fine. Mais moi, j'ai une question à vous. Parce que nous au Liban, les ergots, on trouve des obstacles. Un obstacle parfois dans l'évaluation à tous les niveaux. Parce que nos tests ne sont pas validés sur la population libanaise. Donc, on utilise beaucoup de mises en situation dans la prise en charge ou bien dans l'évaluation. Donc, j'ai envie de savoir de vous comment vous faites ça, comment vous faites l'évaluation formelle, informelle et formelle. J'aimerais savoir ça. OK, ben si on y va commençons par l'informel. Le formel, on peut en parler après. Donc, étant justement dans le questionnement d'aujourd'hui qui est, est-ce que
l'enfant que j'accompagne a une motricité fine aussi optimale qu'elle pourrait être? Mais la première chose qu'on peut faire, c'est exactement repérer les indices que tu viens de nommer. Donc, s'il s'investit pas, s'il aime pas ça, s'il demande beaucoup d'aide, ben c'est déjà un type d'évaluation informelle. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est si on a accès à des grilles de développement, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus pour du 0-5 ans que du 6-12 ans. Si l'enfant il a 10 ans, est-ce qu'il maîtrise toutes les activités qui sont listées dans une grille comme celle-là? Donc, ça peut être un autre indice de se dire, ah, ça, il fait pas. Sinon, on peut faire des petits tests informels. Parfois, lorsque je rencontre des groupes de parents ou qu'on veut sensibiliser, on s'amuse à faire des petits tests moteurs informels qui peuvent ressembler à ce qui peut se trouver dans des tests et ça peut donner un indice. Fait que, par exemple, voici 5 tâches qui sont très parlantes pour la motricité fine. Puis, petite parenthèse, dans le fond, quand on parle de motricité fine, on parle des petits muscles de la main. Alors, ça peut être autant la préhension que les manipulations, que la coordination des 2 mains, par exemple. Donc, un des tests que je trouve utile, c'est celui de l'opposition séquentielle des doigts. Donc, est-ce que je peux opposer mon pouce à chacun de mes autres doigts d'une manière séquentielle? Donc, premièrement, est-ce que je suis capable de le faire? Ou est-ce que je manque mon doigt? Est-ce que j'ai vraiment besoin de regarder mon doigt pour le faire? Là, je vais décrire des activités motrices pour toi qui nous écoutes, si ça t'intéresse de voir physiquement à quoi ça ressemble. Je vais mettre un lien vers une vidéo où ce que tu pourras voir ce que je démontre. Donc, est-ce que l'enfant est capable avec une belle rondeur? Donc, oui, il touche à chacun des doigts, mais il n'y a pas de rondeur. Donc, est-ce que je peux avoir ce qu'on appelle La rondeur. une commissure du pouce qui est bien tonifiée ou est-ce qu'elle est toute écrasée? Est-ce que mon pouce, finalement, est capable de s'opposer, ce qui implique et non pas comme ça. Un mouvement de rotation? C'est ça? Fait que le pouce et l'index, ils peuvent faire un peu de rotation, ce qui donne ça. Donc, est-ce que l'enfant peut le faire un doigt à la fois en regardant? Ça me parle aussi sur la qualité des arches de sa main. Ou est-ce que les arches sont toutes affaissées et qu'il n'arrive pas à contrôler ça? Les muscles fins. On peut voir ici les muscles. C'est ça. Ensuite, est-ce que je peux le faire sans regarder ma main? Tu sais, quand on parle de l'automatisation de l'écriture, ben, si je dois contrôler avec mes yeux tous les petits mouvements de mon crayon, c'est correct en début d'apprentissage, mais rendu à 10 ans, quand j'ai beaucoup à écrire, il faut que j'aille un minimum de regard sur ma main, autre que m'assurer que je fais les espacements correctement et que je reste sur la ligne. Donc, si je suis capable de faire ces mouvements-là sans regarder ma main, déjà, c'est un bon indice que je ressens bien ma main dans l'espace et que j'ai des bonnes compétences. Ouais. Proprioception. Oui, la proprioception, exactement. L'autre chose, est-ce que je suis capable de faire une séquence de mouvements répétés sans perdre mon patron moteur? Donc, si je fais, puis là, après 3 coups, je perds le mouvement, il faut que je m'arrête. Ça veut dire que ça me demande encore beaucoup de concentration. Donc, ça, déjà, je pourrais le faire avec la vision pour commencer. Mais rendu à 8 ans, en passant ce que je viens de décrire, à 6 ans, ça devrait être quand même assez facile. OK? À 6 ans. À 6 ans. Peut-être pas à la vitesse que je le fais, mais de ne pas regarder, de développer un rythme. Là, moi, je suis à un niveau supérieur, je fais une conversation en même temps et je le fais. Non, mais un enfant qui se concentre quand même, OK? Puis qui développe un rythme, même si c'est un rythme plus lent, ça devrait être quand même faisable là, à 6 ans assez facilement. 5 ans, c'est là qu'on s'attend que ça soit présent. Rendu à 6 ans, on se dit, il faut vraiment que ça soit là. Et à 8 ans, ça devrait ressembler à ce que moi, je suis en train de faire. Okay, donc ça, on est encore dans le premier test, si on veut, informel. Deuxième activité, c'est une activité de rotation complexe du crayon. Donc,
C'est un type de manipulation. Ça peut être un autre objet. Donc, est-ce que je peux, encore là, j'aime bien le faire sans regarder. Est-ce que je peux faire la rotation de mon crayon? Est-ce que je peux en faire plusieurs? Est-ce que je peux le faire aussi sur une position du bras qui est dissociée? Donc, où est-ce que j'y arrive? Mais là, je dois être comme ça. Donc, le bras, il s'implique. Donc, ce que je veux, c'est un bras qui est dissocié. Mes mouvements de la main bougent tout seuls dans les deux directions. Et là, je vais parler de la main dominante. Je l'ai pas dit, mais c'est sûr que ça peut être plus difficile de faire ça de la main non dominante. Oui, OK? C'est tout à normal. fait. C'est pas mauvais de travailler aussi la main non dominante. Parfois, elle a besoin de faire des tâches qui sont un peu plus complexes, mais ce que je décris, on veut vraiment le voir de la main dominante. Mais en fait, la main dominante devrait être vraiment bien établie, rendue à 6 ans. Là. D'habitude, ça s'installe entre 3 et 4 ans. 4-5 ans, c'est généralement là. 5-6 ans, il faut vraiment voir qu'est-ce qui se passe. 6 ans, c'est vraiment là. C'est certain dans la majorité des activités. Donc, on pourrait en faire 5. OK? Tantôt, on pourrait faire 5 allers-retours aussi. Ensuite, on pourrait dessiner une spirale. Donc, dessiner une spirale en partant du centre. Donc, est-ce que j'ai assez de contrôle, d'inhibition, de planification motrice pour faire des petits mouvements de plus en plus grands? Et pour dessiner une spirale, j'ai vraiment besoin des petits mouvements de ma main. C'est très difficile de dessiner une spirale avec des mouvements du poignet. Dessiner des spirales et non pas tracer. Dessiner. Ah, OK. c'est difficile Ben, en pour fait, les enfants. oui, mais en fait, ça serait 2 compétences différentes. Si je la trace, je démontre que j'ai une bonne motricité fine, coordination œil-main. Si je la dessine, là, ça me démontre là, que j'ai une bonne représentation mentale, Imagine. des bonnes habiletés là, visuo-spatiales. Donc, c'est vrai que on pourrait tasser ça du sujet puis juste tracer, mais en même temps, là, on parle des plus vieux. Donc, rendu de 6 à 12 ans, si j'arrive pas à dessiner une spirale, c'est parce que il y a peut-être des choses qui sont vraiment difficiles au niveau visuo-spatial. Puis possiblement que si j'ai peine à trouver comment faire une spirale, donc pas à la tracer physiquement, mais vraiment à planifier ça, je risque d'avoir aussi des difficultés avec des activités comme les lacets, qui sont très demandants au niveau Ouais. visuo-spatial. Moi, parfois, j'utilise, quand je fais une évaluation informelle, j'utilise des fiches dot to dot Mhm. pour relier les points. Donc, ça donne, il faut trouver l'image mentale ou bien l'image, qu'est-ce qu'il fait là. Donc, et par la suite, on voit la coordination motrice et comment il peut tracer il peut tenir le crayon et faire sa tâche. Mais ça dépend ce qu'on regarde. Quand on joint des points, on voit très bien la coordination visuo-motrice. Si c'est très petit, on peut voir aussi la coordination motrice. Si c'est gros, là, on est dans des mouvements du poignet ou du bras, donc on n'est plus dans la motricité fine. C'est pas que c'est pas pertinent, mais il faudrait que ça soit vraiment des petits modèles. Là, on parle des 6-12 ans ou plus, donc il faudrait que ça soit des petits modèles qui sont à peine plus gros qu'une lettre majuscule. Donc, il faut que ça puisse se faire sans bouger, en appui sur le côté de la main, sans bouger le reste. Si on y va avec le poignet, je peux témoigner que j'ai une bonne coordination œil-main, ou si je dessine avec le poignet, je peux témoigner que j'ai une bonne représentation mentale, du visuo-spatial aussi, mais je peux pas témoigner que j'ai une bonne motricité fine. Donc, on veut vraiment des mouvements dynamiques du crayon quand on regarde la motricité fine. J'ai une question. Est-ce qu'on lui montre avant ou bien on lui donne et on lui dit dessine-moi un spirale? Moi, je pourrais lui montrer. Ça me dérangerait pas de lui laisser un modèle à copier. Parce que ce que je veux voir dans ce contexte-ci, c'est la motricité fine. Mais en principe, après avoir vu la spirale, juste pour être sûr qu'on parle le même langage, il devrait pas avoir besoin du modèle pour dessiner une spirale à cet âge-là. Ouais, mais c'est vrai que quand je dis spirale, pour certains enfants, ça peut être pas clair qu'est-ce que je veux. Donc, faire une démonstration, ce serait tout à fait pertinent avant
à la rigueur, laissez le modèle aussi, c'est bien correct, parce que ce que je veux voir, c'est davantage le côté motricité fine. Ouais. C'est ça. C'est bon, je vais l'essayer. Je vais essayer tout ce Tu vas que essayer vous tout êtes ça. en train de dire maintenant. Ensuite, quatrième activité, ça serait celle de ramasser des petits objets. Donc, une tâche de translation qu'on appelle doigt-paume, paume-doigt. Donc, est-ce que je peux aller en chercher un, le conserver dans ma main, puis aller en chercher un autre, le conserver dans ma main? Maintenant, les tout-petits vont arriver à en faire 1, 2, à 4 ans, à 5 ans, 5, 6 À ans. 6 ans. Moi, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est est-ce qu'ils peuvent en faire 5, OK? Entre 6 12 ans, ils devraient être capables de faire 5 petits objets, des sous ou des petites billes ou des pièces de Lego, les petites, quelque chose, des Cheerios. Ce sont des bons objets, les Cheerios, parce qu'il y a une texture, sont faciles à ramasser. C'est pas glissant. Donc, est-ce que je peux ramasser 5 petits objets, les redescendre, un à la fois, et sans être obligé nécessairement d'utiliser la gravité. Donc, je vais me reculer un petit peu. Alors, si je ramasse mon objet, puis je fais ça, là, j'utilise la gravité pour aller déplacer l'objet de mes doigts à la paume. Est-ce que c'est vraiment ma manipulation qui fait que je peux la ressortir? Je viens en chercher un, je m'en viens le conserver ici, mais je suis capable de libérer mes autres doigts. Quand je libère ces 3 doigts-là, mais que ceux-là, ils sont en flexion, ce que je suis en train de faire, c'est témoigner que je peux dissocier les 2 côtés de ma main. Donc, j'ai un côté de ma main qui est en préhension et l'autre qui est libre pour faire d'autres choses. OK? Donc, ça demande un super bon contrôle moteur. Là, est-ce que je peux aller chercher autre chose? Contrôle et force aussi, parce que parfois, ils peuvent faire tomber l'objet. Oui, mais c'est ça. Si je l'échappe, c'est parce que j'ai pas bien coordonné. Fait que si on s'imagine qu'on est sur la table devant, puis mon bras, il est dissocié. Fait que j'irai le chercher. Je le monte. Fait que je suis restée en position dissociée. Si je fais... OK, là, tout le corps s'est impliqué. Donc ça, c'est un manque de qualité. Puis c'est là, tantôt, quand je parlais de est-ce que le développement de la motricité fine est aussi optimal qu'il pourrait être? Fonctionnellement, j'ai réussi à aller chercher le petit jeton. J'ai réussi à en avoir 5 en même temps. Mais qualitativement, j'ai pas réussi à bien dissocier. J'ai utilisé mon corps, j'ai utilisé la gravité, j'ai été recruter des plus gros muscles. Donc ça démontre une qualité qui est sous-optimale. Exactement. Ouais, si on veut. Ici, en intervenant, il faut beaucoup faire des exercices de la motricité globale pour développer les muscles, les grands muscles, afin de développer les petits. Oui, tellement. Parce que si j'ai pas déjà un bon contrôle postural, c'est sûr que c'est pas la faute de ma motricité fine, c'est qu'il me manque ce qui est sous-jacent à ma motricité fine et ça va être la première chose à travailler ou à stimuler. Effectivement. Ouais. Et la 5e tâche, c'est une tâche de découpage. Moi, j'adore le découpage parce que c'est une des tâches qui est la plus parlante lorsqu'il s'agit de démontrer la compétence d'un enfant informellement. Parce que pour découper, on a vraiment besoin d'une bonne dissociation des 2 côtés de la main, mais on a besoin des bonnes manipulations de l'autre côté. Donc, pouvoir déplacer le papier de la bonne façon avec la main non dominante, c'est vraiment c'est ça, une belle représentation de la coordination des 2 mains, puis aussi tout ce qui est visuo-moteur, on va le voir dans le découpage. Alors, en haut de 6 ans, on devrait avoir des découpages qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus petits aussi. Là, l'idée, c'est qu'on découpe pas à tous les jours, on s'exerce pas à faire du speed découpage. Fait que l'idée, c'est pas de découper à une vitesse de l'éclair, bien qu'avec la pratique, la vitesse va augmenter. Donc, plus on est proche du 6 ans, à ce moment-là, ce que je vais proposer, là, c'est le découpage d'un petit roi.
où on va avoir la rondeur sous la tête et un peu de forme irrégulière, là, concave au niveau de la couronne. Donc, plus je suis près du 6 ans, ça peut me prendre 1 minute et demie à découper le petit roi. Plus j'avance en âge, plus moi, quand j'ai fait le test, puis avec ma collègue aussi, ergo, donc on a une bonne motricité fine. Nous, on arrive à faire un 30 secondes. OK? Mais ce qu'on veut garder en tête, c'est que vers 8 ans, l'enfant devrait avoir environ les mêmes compétences motrices fines qu'un adulte pour la majorité des activités de la vie de tous les jours qui ne demandent pas d'entraînement. Ce que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'à 8 ans, je peux pas faire une mélodie de piano si j'ai pas été entraînée. OK? Je peux pas faire un tricot si j'ai pas appris puis été entraînée pour le faire. Mais tout ce qui implique les outils de la vie quotidienne, incluant des ciseaux, je devrais avoir à peu près les mêmes compétences d'un adulte, peut-être un petit peu moins rapide si je le fais pas souvent. Mais au moins, au niveau qualité, si l'enfant va prendre 3 minutes pour découper le petit roi à 7 ans, on s'attend qu'il soit vraiment bien découpé, minimalement. Intéressant. Mes 5 activités, dans le fond, font le tour un peu de la qualité de la coordination des 2 mains, des manipulations et ça nous permet d'observer aussi est-ce que ce qui sous-tend un peu au niveau sensoriel, postural, dissociation, praxique, est-ce qu'il y a des faiblesses de ce côté-là qui pourraient peut-être être intéressantes de cibler avec des activités si besoin. Puis là, ben, c'est que ça va avec ce qu'on a discuté avant. Donc, faire le test à un enfant, on parle d'un test informel. Quand même, l'idée, c'est comme on devrait voir une certaine corrélation avec les activités de la vie de tous les jours. Oui, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aimerais bien de faire avant un test formel, des tests informels, surtout dans les premières séances début de thérapie, parce que l'enfant va solliciter l'environnement à l'enfant. Il faut bien un peu plus nous avoir. Il faut pas le mettre tout de suite sous sous Oui, t'as raison, t'as raison. sous la lumière, parce que il va pas arriver à faire exactement ce qu'on lui demande. Donc, on va le mettre en échec. J'aimerais bien utiliser beaucoup des mises en situation ou bien des évaluations informelles. Oui, puis ça dépend. Là, on est sauté du côté thérapeutique, mais ça dépend du motif de consultation. Puis effectivement, selon ce qu'on voit en informel, ça nous dit est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose de plus formel. Puis ça peut être stressant pour l'enfant qu'on sorte un chronomètre puis qu'on calcule sa vitesse puis qu'il nous voit justement mettre Écrire, des trucs dans les mettre des notes. exactement. Fait que de commencer par un petit découpage ou des petits jeux comme ça. Ça parle, puis aussi, ben, selon les tests pour être efficace, ben, il n'y a pas toujours énormément de tâches. Je pense à un test formel, par exemple, qu'on utilise beaucoup en ergothérapie, comme le Movement ABC, version 2 ou 3 qui est sortie maintenant. Ben, en motricité fine, il y a juste 3 activités, 3 tâches. C'est fait pour être capable de faire ressortir qu'un enfant a des difficultés, mais c'est pas énormément de tâches pour observer l'enfant dans plusieurs contextes, puis comprendre d'où viennent ses difficultés. Donc, d'avoir fait d'autres activités comme celle-ci, par exemple, en surplus avant, ben, va nous donner d'autant plus d'informations au-delà d'un percentile de fonctionnement, finalement. Alors, quand tu parlais de tests formels, ben justement, il existe des tests moteurs. Nous-mêmes, au Québec, au Canada, on utilise encore beaucoup parce qu'il n'y en a pas des tests qui vont être américains, des tests même qui vont être français de France. Donc, on n'a pas nécessairement toujours à portée de la main des normes qui représentent notre communauté comme telle, mais c'est sûr qu'on les fait, on peut les faire à titre indicatif. Donc, si on perçoit une suggestion de retard en fonction de normes américaines, ben ça nous fait mettre un petit tampon sur notre hypothèse qui pourrait Oui, avoir quand même des retards, très mais bien. Oui, c'est pour cela ouais, on l'utilise au Liban. ouais.
pour faire, Ouais, c'est pas justement pour faire la comparaison des normes, mais c'est on ça. les utilise parce qu'on a besoin hein, de faire des tests formels ou bien pour l'écriture des rapports ou bien pour faire la comparaison typique la comparaison à son développement typique. Oui, puis on parle d'humain. Donc, c'est sûr que si j'ai grandi au Liban, en France, au Québec, aux États-Unis, oui, ça peut peut-être varier un petit peu, mais on est tous des humains, puis à quelque part, le développement de la motricité fine, jusqu'à un certain point, c'est développemental. Donc, être capable de faire Mhm, des préhensions fines, ça mhm. dépend pas d'un enseignement, ça dépend d'avoir assez d'expérience de stimulation pour que ça se mette en place. Donc, ça devrait quand même être assez représentatif, peu importe le pays où on est. Mais ce qu'on voudrait peut-être faire ressortir, c'est, OK, si on pense que l'enfant pourrait bénéficier de nourrir un peu sa motricité fine, qu'est-ce qu'on peut faire dans le quotidien? Parce que l'idée, c'est pas de le diriger vers un ergothérapeute nécessairement. Comment introduire plus d'activités de motricité fine dans le quotidien, puis comment les rendre aussi attrayantes, sinon plus que les écrans. Ouais. Oui, c'est juste. Donc, je rencontre des parents, donc je leur donne des recommandations à ce niveau. Donc, je recommande que les enfants fassent plus des activités comme des activités de bricolage, d'artisanat, ou bien de faire des perles, je sais pas, faire de l'art. Ce sont des activités qui peuvent améliorer la motricité fine. Donc, je leur pousse de faire ça avec leurs enfants. Et aussi à ne pas oublier, comme on vient de dire, par exemple, si l'enfant n'a pas développé un bon contrôle postural, de faire un peu plus des activités sportives comme surtout la natation. La natation est une activité sportive qui est très essentielle pour tous les enfants parce que ça développe la coordination, ou bien le contrôle postural. Ça donne aussi une régulation sensorielle et un calme. J'adore la natation pour les enfants, un peu plus de gymnastique surtout pour les filles. Ces deux activités sportives sont très essentielles pour moi, pour les enfants. Euh, S'ils veulent, par exemple, faire de basketball ou bien faire un peu plus de ski, ce sont un peu plus à risque parce que ils doivent développer d'abord le contrôle postural, un bon contrôle postural, parce que s'ils veulent travailler ou bien jouer avec d'autres enfants, ça peut avoir un risque d'avoir une blessure, Mhm. d'être blessé. Donc, oui, j'aimerais bien ces deux activités sportives pour les enfants. Mais dans le fond, c'est ça, c'est de passer par des activités de loisirs. Donc, est-ce que euh, on peut trouver des loisirs qui peuvent plaire à l'enfant, puis dans lesquels il va s'auto-perfectionner par son intérêt pour le loisir en tant que tel? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de loisirs qui sollicitent la La motricité fine. Il y a l'artisanat, par exemple. Mhm. Il y a la peinture. Il y a baking, par exemple, faire Oui, des gâteaux, faire oui, de la pâtisserie. Il y a, euh, par exemple, faire de la musique, oui, piano, tous par les instruments exemple, de musique. les Oui. instruments de musique. On a la robotique, faire des robots ou bien faire des maquettes. Ça aussi peut solliciter l'imagination mentale et tout ça. Euh, j'ai eu une idée maintenant de faire. On faisait ça dans notre enfance. On fait de l'électricité avec. On mettait des petites lampes et on utilisait beaucoup des choses pour faire de l'électricité. Donc, ça peut être, ça peut aider l'enfant. C'est ça, il existe j'imagine, des petits Mhm, jeux qu'on peut acheter avec des trucs plus robotiques ou électricité, comme tu dis, où il mhm. y a des petits fils à manipuler. Il y a des jeux Ouais, de ouais, cordes. de cordes, ouais. Par exemple, il peut utiliser des jeux de cartes.
Donc, tout ça peut aider l'enfant à développer sa motricité fine au quotidien. Oui, jouer aux cartes, brasser des cartes, c'est pas facile. Mhm. C'est ça, Oui. c'est super stimulant. Moi, j'ai fait à une époque du scrapbooking. Donc, c'est comme Mhm. une sorte de bricolage qui se fait bien quand on est plus grand. Mhm. Euh, D'autres idées, il y a Origami. origami, colorier des Mhm. mandalas. Oui, faire de la bricolage à la maison. Par exemple, moi, je me souviens, il y a les melons, on mangeait des melons, on séchait les pépins au soleil et puis avec les pépins, on faisait des colliers. Hmm, Donc, ouais, créer des être bijoux, ouais, créatif, oui, être créatif, ouais. créatif, ou bien avec les pépins de la pastèque, des pistaches, tu peux enlever la coquille du Ah, pistache ouais. ou bien faire la peinture avec, ou bien les coller et faire de la peinture, créer de l'art. Oui, tout ce qui est créatif, si le jeune a de l'intérêt pour ça, puis une façon d'introduire, c'est peut-être de participer avec eux, hein, de se dire, Mhm, hey, ça, je sais pas pourquoi, là, ça me dirait de mhm, peut-être essayer de commencer à faire des bijoux. Ça te tente-tu qu'on fasse ça ensemble? Puis commencer avec l'enfant, se procurer du matériel et voir si ça peut, mhm. son intérêt peut être déclenché. Peut-être que ça va être juste une fois parce que oui, c'était plaisant, mais il n'y a pas de passion. Mais à un moment donné, c'est possible qu'avec le jeune, on tombe sur quelque chose qui va être vraiment passionnant, que le jeune va avoir envie de répéter Oui, plus et de faire seul ou éventuellement joindre un groupe, un club pour aller plus loin là-dedans. tout à fait. Et aussi, on Mm. peut utiliser ces moyens dans notre thérapie aussi. Ça peut être, ça peut être des activités ludiques qu'on peut les faire avec les enfants nos séances de thérapie. Et de cette façon, l'enfant peut être un peu plus motivé pour faire la thérapie, ou bien dans sa vie quotidienne avec ses parents quand il veut, ou bien avec ses amis quand il veut faire ces genres Mm. d'activités. Oui, oui, absolument. Je pense que où on veut en venir, c'est de se dire qu'au niveau de l'équilibre moteur occupationnel, l'enfant devrait avoir beaucoup de mouvement global dans sa vie de tous les jours, mais devrait aussi, au-delà de ses activités scolaires et d'autonomie, avoir peut-être un loisir qui lui plaît, qui contribue à continuer à développer sa motricité. Oui, bien sûr. Surtout, ça c'est un mot pour les parents. Il faut pas seulement se concentrer juste sur les devoirs à la maison, faire les devoirs et tout Mhm. ça. Il faut pas concentrer juste sur ça. Il faut donner un peu un temps libre parce que dans le temps libre, dans le jeu libre, euh, l'enfant développe la motricité fine, surtout s'il choisit un de ses loisirs, dessiner, colorier, faire de la bricolage, la robotique, la musique. Donc, par ces activités, il peut développer toujours sa motricité fine. Oui, tout à fait. On a parlé de participer avec lui pour introduire Mhm. des nouvelles activités, mais on peut aussi être un bon modèle quand nous-mêmes, on a une activité de loisir qui implique la motricité fine. C'est pas obligé d'être celle qui va plaire à l'enfant, mais si nous, on fait de la musique avec un instrument ou on peut justement se servir de notre expérience pour soulever auprès de l'enfant, regarde, moi, je fais beaucoup de piano, ça m'aide à garder ma motricité fine active. Toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu voudrais qu'on introduise des activités ensemble? Est-ce que tu as d'autres idées à nous donner pour rendre les nouveaux loisirs attrayants? Oui, c'est tout à fait. Il faut toujours mettre l'accent sur être le modèle. Comme on fait en thérapie, par exemple. Nous, on joue avec l'enfant. C'est pour cela qu'il aime venir en Ouais. thérapie. Oui, puis de ce que tu viens de dire, je retiens particulièrement d'assurer qu'il y a du temps de loisirs dans sa soirée. Là, on enregistre, on est l'été, c'est sûr que l'enfant a beaucoup de loisirs, mais durant l'année scolaire, plus il vieillit, puis ça, c'est la grande différence avec les tout petits, c'est qu'il va avoir des travaux scolaires à faire. Et il y a, surtout si c'est un enfant qui a peut-être des difficultés avec ses apprentissages,
On veut pas que toute sa soirée entre son retour à l'école puis son dodo, ça soit seulement des travaux scolaires. Au profit Oui, de la tout à motricité fait. fine, d'avoir des loisirs pour que l'enfant puisse se relaxer un peu, mais c'est aussi un bon moment pour Là, il nourrir un faut, petit peu sa oui, motricité fine. l'environnement est très essentiel à l'enfant. L'environnement physique et l'environnement social à la maison, les parents, aussi comment ils rendent leur maison un peu plus friendly pour l'enfant. Oui, tu as raison. Puis quand on utilise l'environnement, des fois, on peut avoir des petites surprises qu'on laisse pour l'enfant qui font la job finalement d'inspirer l'enfant automatiquement. Ce que je veux donner en exemple que je trouve fonctionne vraiment bien, c'est de se préparer un petit plateau comme ça. C'est comme un plateau de Ouais. collation, des choses comme ça, mais Mhm. puis on laisse des objets dedans. Donc, si on laisse ça sur la table, quand l'enfant revient de l'école et qu'il voit un petit pot avec des Legos, c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de jouer avec. S'il y a des élastiques, c'est sûr que je vais en prendre un, puis je fais juste raconter ma journée à mon parent et que je vais jouer avec. Si il y a de la pâte à modeler comme ça, c'est irrésistible. Mhm. Quand c'est là, on touche. C'est plus fort que nous et on varie ce qu'on met là-dedans. Donc, sans avoir rien dit, sans être obligé de dire, hey, on fait un loisir, on fait une activité de motricité Mhm. fine, simplement laisser des Mais, cartes ouais. sorties sur la table, ben ça donne le goût de les manipuler. Ce qui est important quand on pense que l'enfant a besoin de se perfectionner, c'est que les mêmes activités soient répétées régulièrement et la régularité est plus importante que l'intensité. Donc, pour lui, de faire 5 minutes de petite manipulation, ça va être plus nourrissant pour son développement plusieurs fois par semaine que de faire une grosse séance de bricolage une fois par semaine, par exemple. En résumé, on peut dire qu'on a proposé beaucoup des activités de loisirs à faire au quotidien, mais les activités qu'on a proposées ne sont pas pour tous les niveaux ou bien pour tous les tranches d'âge, Mhm. on vient de dire. Donc, il faut toujours donner une activité, the right challenge pour l'enfant. Ne pas proposer des activités qui sont difficiles, ne pas mettre l'enfant en échec. Il faut bien trouver l'activité pertinente pour le niveau de l'enfant, n'est-ce pas? Oui, parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est rendre des activités qui vont être de motricité fine, du moins aussi attrayantes pour un moment que pourrait l'être, par exemple, un écran. Et pour lui laisser motiver. Oui, parce que il faut qu'il s'engage et pour qu'il s'engage, il faut que ça soit réaliste et accessible comme activité. Alors, si je te lançais le défi de relever une chose qu'on voudrait que ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin retiennent, qu'est-ce que tu pourrais suggérer? Si tu avais une baguette magique qui transmettrait de l'inspiration aux gens, ça serait quoi? Je vais dire moins d'écran et plus de mains, parce que c'est en manipulant que l'enfant grandit vraiment. Que c'est beau! Merci, Réna! Merci à vous, Josiane. Bye! Bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!